Ceci est la deuxième partie d'un tutoriel qui a commencé à s'intéresser à la modélisation avec primitive dans Blender. Il est évident que si vous arrivez ici par hasard, je ne peux que vous conseiller de commencer par la première vidéo. Previously, on a vu quelques bases sur les primitives et on a utilisé un premier modifieur ou modificateur, on dirait plutôt en français, qui était le modifieur array pour dupliquer un objet de manière non destructive. Dans cette seconde vidéo, on va voir un peu plus en détail comment bouger le 3D curseur et les axes des objets. Puis, on va voir plusieurs autres modificateurs, comme Solidify, Boolean, Mirror et Wireframe. Allez, on y va. Here we go! On va donc passer à la modélisation du bassin central, mais ça va être surtout l'occasion pour nous de voir ou revoir quelques techniques pour bouger le curseur 3D et surtout les axes de nos objets. Alors, on va bouger notre curseur 3D un peu au pif, au milieu du bassin. Puis, on va ajouter un cube. Donc, Shift A, Mesh, Cube. Et pour visualiser où sont les axes de notre cube, on va soit activer le mode déplacement ici, Move, qu'on n'utilisera pas beaucoup, je vous l'avais déjà dit. Soit, on va venir l'activer ici, dans Move. Donc, l'axe de mon objet se situe au centre de mon cube, qui n'est pas bien pratique. J'aimerais déplacer cet axe sur un des coins de mon cube pour pouvoir venir l'accrocher correctement au bord de la piscine. Pour ce faire, 3 ou 4 méthodes. On va toutes les voir dans l'ordre, de la moins rapide à la plus rapide. La première étant de repasser en mode édition, de sélectionner un point, clic droit, Snap Vertices, Cursor to Selected, de sortir du mode édition, clic droit, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Une fois que mon origine est placée dans un coin de mon cube, je peux aisément venir l'accrocher sur le bord de la piscine. Si votre objet ne s'accroche pas correctement, je vous conseille de venir activer, au lieu de Closest, l'option Active dans les accrochages. La deuxième solution, qui ressemble un peu à la première, même presque totalement, c'est non plus de rentrer en mode édition, mais comme on l'avait vu précédemment, de venir bouger le 3D curseur avec la touche Shift du clavier enfoncé et en faisant clic droit. Une fois que mon curseur est arrivé ici, je fais clic droit, Set Origin, Origin to 3D Cursor. La troisième solution est là, ici, un peu différente. On va venir bouger ces axes en venant chercher l'option, soit ici en haut à droite, affecter les transformations de l'origine seulement. Cette option qu'on retrouve également ici. Et une fois qu'on a coché cette option, on va non plus bouger nos objets, mais bouger son axe. Alors cette option est un peu cachée. C'est pour ça que je vous propose une quatrième solution qui est un peu du hacking de l'interface de Blender, mais ça va être de rajouter un raccourci pour activer ou désactiver cette option. Donc je vais me placer ici au niveau de là où je coche cette option. Je vais faire clic droit, assigner un nouveau raccourci. Là, il va me demander quel est mon raccourci et je vais par exemple faire CTRL SHIFT clic droit. CTRL SHIFT clic droit parce qu'avec SHIFT clic droit, je vais pouvoir changer le 3D curseur et avec CTRL SHIFT clic droit, je vais pouvoir activer ou désactiver l'option pour bouger l'origine. Ici, l'option est activée, je fais CTRL SHIFT clic droit, je la désactive, je retrouve le comportement par défaut. CTRL SHIFT clic droit, ici le changement des axes et je viens changer juste l'axe de mon objet. Donc on peut faire ça, mais je me suis rendu compte qu'il était encore plus efficace si on assignait ce même raccourci à un autre endroit. Je m'explique. Toujours en mode objet, je vais faire clic droit, Set Origin, Origin to 3D Cursor, et ici je vais appliquer ce raccourci. Donc je vais faire clic droit sur ce menu, assigner un raccourci, et je vais faire CTRL SHIFT clic droit. L'avantage ici, c'est que je vais pouvoir bouger mon 3D curseur avec Shift clic droit, venir l'accrocher là où je veux, et avec CTRL Shift clic droit, y bouger mon axe. Shift clic droit pour bouger le 3D curseur quelque part sur mon cube, CTRL Shift clic droit pour y bouger mon axe. Voilà en gros 4 méthodes pour être efficace avec le 3D curseur et l'axe des origines. On va pouvoir passer à la suite. Je vais placer mon curseur 3D dans le coin de mon cube, CTRL SHIFT clic droit pour y bouger mon axe, et là, je vais faire une mise à l'échelle de mon cube pour qu'il épouse le contour du bassin. Donc si je fais S pour Scale, X pour une remise à l'échelle
pardon, Y pour une remise à l'échelle sur l'axe des Y. Vous voyez qu'il se passe ici pas grand-chose. Je peux pas venir m'accrocher, je peux juste faire quelque chose un peu approximatif. Avant de faire une remise à l'échelle, je vais venir dire à Blender quelles sont les transformations qui seront affectées par ce snapping. Donc je vais venir également cocher la remise à l'échelle. Si je refais S, Y pour bloquer l'axe des Y, là je vais venir m'accrocher sur un point de mon carrelage. Et donc je viens d'effectuer une remise à l'échelle, snappée sur les bords de ma piscine. Je vais faire la même chose dans l'autre sens, je vais faire S pour scale, X pour l'axe des X, et je vais venir m'accrocher en face. Pour la profondeur de mon bassin, je vais venir désactiver l'accrochage, ou faire Shift Tab au clavier, et je vais venir faire S, Z pour régler la profondeur, ou je vais venir régler la hauteur de mon bassin ici. Bon, dans la vraie vie, j'ai aucune idée de la profondeur de ce bassin, donc je vais mettre un truc totalement au pif, 1,50 m. Bon, et puisque je vous ai promis d'utiliser un modifieur pour chaque élément, on va ici donner une épaisseur aux bordures de notre bassin. Mais avant de faire cela, on va rentrer en mode edit. Bon, je sais, j'ai menti, c'est la troisième fois qu'on utilise le mode edit, au moins. Juste pour supprimer la face du dessus. Donc je sélectionne la face du dessus. Si vous n'arrivez pas à sélectionner la face, c'est que vous n'êtes pas en mode sélection de face. Je fais Supr, face. Et une fois que j'ai mon bassin creux comme ça, je vais aller dans les modificateurs. Oups, pardon, je vais repasser en mode objet. Je vais aller dans les modificateurs et je vais ajouter un modificateur Solidify. Solidify, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une espèce d'épaisseur à chacune de mes surfaces. Je vais régler cette épaisseur sur 10 cm. Et vous voyez, la bordure de ma piscine est absolument énorme. Et surtout, n'est pas la même sur l'axe des X et des Y. Je peux venir afficher le wireframe pour y voir un peu plus clair. Ça, c'est comme on a vu dans la partie précédente, c'est qu'on a oublié d'appliquer les options de transformation. Donc je vais faire CTRL A, Scale, et donc là, tout le pourtour de ma piscine a une épaisseur de 0,1 m, donc 10 cm. Voilà pour le bassin. Pour dessiner les murs, on va utiliser exactement la même technique. On va se remettre en vue du dessus. On va cacher le sol pour voir un peu plus ce qu'on fait. On va se placer à peu près ici, y placer le 3D curseur. Shift A pour ajouter un cube. On va s'accrocher sur le milieu de cette arête. Pour ceci, on va réactiver l'accrochage. On va aller dans Edge Center. Pour y bouger notre axe, on va utiliser le raccourci qu'on vient de figurer. CTRL Shift, clic droit. Et à partir d'ici, on va pouvoir bouger notre mur au bon emplacement. Choisir une hauteur de 2 et une épaisseur de 20 cm. Et pour déterminer la longueur, on va simplement faire S pour Scale, X, et venir tirer pour définir la longueur. Voilà, super easy. Je peux repasser en vue 3D pour voir ce que ça donne. Réactiver le sol. Oui, effectivement, je suis à 1 mètre en dessous. Donc je peux venir... Je suis à 1 mètre en dessous et surtout, mon axe se situe sur le haut du mur, ce qui n'est pas très malin, mais on le changera plus tard. Pour le moment, on va juste mettre 3 en Z pour placer mon mur au-dessus de mon carrelage. Non, peut-être que je vais venir changer cet axe tout de suite. J'ai un peu de mal à m'accrocher par ici, parce que j'ai pas mal d'endroits sur lesquels je vais pouvoir m'accrocher. Pour n'avoir que mon mur, je vais taper le petit slash sur le pavé numérique, donc au-dessus, enfin, sur mon clavier d'Asus, au-dessus du 8, le petit slash, qui va faire isoler la sélection. Donc isoler la sélection, il va cacher tout ce qui n'est pas sélectionné et garder que ce qui est sélectionné, en espérant que je vais pouvoir plus facilement m'accrocher au milieu de mon arête. Je rappuie sur slash pour désisoler la sélection. Je repasse en vue de dessus, je recache mon sol. Et maintenant, je peux juste dupliquer mon mur à tous les endroits où il faut que je rajoute une paroi. Juste avant que je fasse ça, ça va pas du tout changer notre workflow de modélisation. Juste, je vois ici que le 3D curseur n'est pas droit. Il a une légère orientation, une légère rotation, ce qui n'est pas très grave. Si on ajoute un nouveau cube, ça ne changera pas l'orientation du cube.
Peut-être juste pour information, si on veut remettre ce 3D curseur à la perpendiculaire, on va aller chercher dans l'onglet View, 3D Cursor, et ici, remettre les paramètres à 0. Donc on va dupliquer ce mur là en faisant Shift D, S, X pour le remettre à l'échelle. Parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Shift D, X pour bloquer l'axe des X. R pour activer la rotation. 90 au clavier pour donner un angle de rotation. Si vous êtes dans le mauvais sens ou si vous avez tapé moins 90, vous pouvez juste taper moins au clavier pour inverser le sens de rotation. Moins, moins, moins. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que pour remettre ce mur qui est à la perpendiculaire du premier, je ne vais pas faire SX, parce que dans ce cas-là, je vais gérer son épaisseur, mais il faudrait que je fasse SY. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'ici, les axes sont configurés en global, c'est-à-dire que les X sont tout le temps dans la même direction, les Y tout le temps dans la même direction, et ne prennent pas en compte les X et les Y de chacun des objets. Ça, c'est quelque chose que je peux rapidement et facilement changer en venant choisir dans le menu déroulant ici. On verra bientôt que les autres options font des trucs assez foufou et hyper pratiques. Pour le moment, on va juste se mettre en local. Local qui veut juste dire respecter l'orientation des objets. Vous voyez que mes axes ont changé. Le vert est devenu rouge et le rouge est devenu vert. À peu près pas tout à fait. Ce qui veut dire que maintenant, je n'aurai plus qu'à faire SX pour régler la longueur de mon mur et SY pour régler son épaisseur. Et puisqu'il faut voir un modifieur à chaque étape, je nous propose de voir ici les booléens. Le booléen, ça se porte bien sur les murs, parce que souvent dans les murs, il faut qu'on crée des ouvertures, des fenêtres ou des portes. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les booléens, c'est pourtant assez facile, c'est des opérations entre solides. On va prendre un solide sur lequel on va ajouter, diviser ou soustraire un autre solide. Dans ce cas-ci, on va retrancher à notre mur solide le volume des portes. Donc on va déjà dupliquer cet élément mur en faisant Shift D et en l'amenant nulle part en faisant échappe. Mes deux éléments sont l'un sur l'autre. Je vais donc maintenant les remettre à l'échelle. Je ne vais pas le remettre à l'échelle avec l'axe disposé en bas à droite. Je vais remettre son axe au centre en faisant clic droit, Set Origin, l'origine au centre de la masse de mon objet. Je vais pouvoir ainsi faire une remise à l'échelle en X, en Y et un tout petit peu en Z. Une fois que j'ai dessiné ce volume qui va venir créer une empreinte dans le premier, je vais resélectionner mon premier mur et lui appliquer un modificateur booléen. Donc, onglet modificateur, booléen. Je vais me placer ici, essayer de trouver le volume que je veux retrancher dans cette liste. Puisque je n'ai absolument rien renommé, ce qui me ressemble pourtant pas, je vais plutôt utiliser la petite pipette qui va me permettre de sélectionner un élément. Ici, j'ai l'impression que le booléen n'a pas du tout marché, même si j'ai vu qu'un liseré jaune-orange s'est ajouté ici, parce que l'élément qui m'a servi à créer cette soustraction booléenne est toujours visible en solide. Pour voir le résultat de cette opération, soit je sélectionne l'élément qui m'a servi à la soustraction et je le désaffiche, soit, et c'est souvent assez pratique, je le sélectionne et je vais voir, dans les options d'affichage dans le viewport, dans la vue 3D, et au lieu de texturer, je choisis filaire. Ici, j'ai un volume en filaire que je peux bouger dynamiquement pour changer mon ouverture de fenêtre ou de porte-fenêtre. Je peux encore aller plus loin en créant les portes ou les portes vitrées. Je resélectionne l'élément qui m'a servi à mon booléen. Shift D pour dupliquer. Échappe pour le dupliquer sur place, au même endroit. Je vais désactiver cette option filaire pour le remettre en texturé. Je vais lui donner des dimensions de porte correctes, donc avec un Z à 0,05 mètres par exemple. Et en X, je vais diviser cette distance par 2. J'ai donc une moitié de porte que je vais venir déplacer à gauche ou à droite. Si je fais ça et un peu maladroitement, c'est encore une fois pour vous introduire à un autre modificateur qui est le modificateur miroir. Donc cette porte sélectionnée, je vais retourner dans modificateur
ajouter un modificateur, miroir. Ici, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Pourtant, mon objet a bien été dupliqué en miroir, mais selon l'axe présent ici. L'axe des origines, le truc qu'on a bougé il y a quelques moments. Donc on va aller retrouver cette option qu'on a cliqué tout à l'heure, déplacer l'axe des X vers le bord de ma porte pour créer une symétrie en X. Voilà pour les murs, un peu fait à l'arrache, mais on aura vu deux modificateurs, le modificateur booléen et le modificateur miroir. On va maintenant passer à un ou deux autres modificateurs un peu rigolos pour créer les murs rideaux. Oups, je me suis trompé. Avant de voir les murs rideaux, on va voir vite fait les poteaux. Si on retourne dans la vue du dessus, on remarque ces sortes de poteaux en étoile. Et donc, un moyen de les dessiner en primitive, même si on va tricher un tout petit peu, c'est de bouger mon troisième curseur au centre de ce poteau. Shift A pour ajouter un élément, Mesh, on va ajouter une grille. Cette grille, on va sélectionner 4 subdivisions en X, 4 en Y et 20 cm de largeur. Pour le bien de l'opération, on va être obligé de supprimer les 4 coins. Donc on va rentrer en mode objet, sélectionner les 4 coins, en mode édition, pardon. Sélectionner les 4 coins, les supprimer, revenir en mode objet pour créer cette croix. Et ici, on va utiliser un modificateur pour donner une hauteur, une épaisseur, une extrusion paramétrique. On va aller dans modificateur, ajouter un modificateur, Solidify, qu'on a en fait vu tout à l'heure, j'avais oublié. Et dans l'épaisseur, on va mettre -2 pour moins 2 mètres. J'ai à vrai dire aucune idée de quelle est la hauteur des murs dans le pavillon de Barcelone, mais c'est au moins la hauteur qu'on a donnée pour nos murs. Oups, presque. Ah non, mon poteau vole un peu. Je vais retirer cette option-là de bouger les axes d'origine. C'est un travail un peu de cochon, ni fait ni à faire, j'ai rien aligné, mais je suis pas là pour modéliser à la perfection le pavillon de Barcelone, si je l'ai pas déjà dit, mais juste pour vous montrer plein de techniques. Je suis sûr que vous ferez mieux. D'ailleurs, je vous encourage à montrer ce que vous faites à partir de ce tutoriel. Donc voilà pour les poteaux, c'était assez simple, assez rapide. On va maintenant passer au mur rideau où on va voir un nouveau modificateur. Dernière étape avant de finir ce tutoriel et avant de... Je vais venir créer un mur rideau de manière... Je vais venir créer un mur rideau avec des primitives de manière plus ou moins non destructive. Je vais donc repasser encore une fois en vue du dessus. Je vais venir placer mon 3D curseur ici, au centre de ce mur rideau. Et avec Shift A, je vais venir ajouter non pas un plan, non pas un cube, mais une grille. Une grille est tout simplement un plan dans lequel je vais pouvoir régler le nombre de divisions en X et en Y. Je vais venir sélectionner 8 subdivisions en X et une seule en Y. 2, pardon. Je vais maintenant mettre à l'échelle cette grille en faisant SY. Mes subdivisions... Oups, je me suis carrément trompé. Je me suis carrément trompé, mais c'est pas grave. Je vais faire R, Y, 90 pour mettre ma grille à la perpendiculaire. R, Z, 90 pour le remettre droit. Je vais intervertir ces deux valeurs, 0,20 et 8,10. Oups, décidément, je vais pas mettre 0,20 ici, mais 2 mètres. Et je me retrouve avec un plan avec 7 subdivisions. 8 en comptant les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 panneaux subdivisés. Une fois que j'ai ce plan et ces subdivisions, je vais venir ajouter un nouveau modificateur, le modificateur filaire, pour lequel j'ai encore oublié d'appliquer les transformations. Donc je vais faire CTRL A pour appliquer, Scale, et maintenant je peux venir régler l'épaisseur de mes menuiseries. De 0,2, je vais passer à 0,04 pour avoir des menuiseries de 4 cm d'épaisseur. On va pas voir aujourd'hui comment assigner des matériaux, donc des matériaux métalliques pour les menuiseries et un matériau vitré pour les parties pleines.
Mais je peux d'ores et déjà dupliquer cet élément en faisant Shift D, échappe, le dupliquer sur place, et en venant supprimer le modificateur en cliquant sur cette croix. J'ai donc ici deux éléments, un qui représente les parties pleines, qui représentera les parties vitrées, et un qui a été rendu filaire, qui représentera les menuiseries. J'aurais pu, et ça aurait été assez intelligent, dupliquer cet élément en le liant au premier. Je vais donc... Alors, petit bonus. Si on retourne sur le site de blender.org et qu'on retourne dans l'onglet Download, en plus de pouvoir télécharger la dernière version de Blender, on peut télécharger des fichiers de démonstration. Et ce que je vous disais en début de ce tutoriel, c'est que dans les fichiers de démonstration, on trouve, si on scroll un peu en bas, dans Cycle, on trouve le pavillon de Barcelone. Si on clique ici, on va pouvoir télécharger cette scène, les fichiers qui sont dedans et les paramètres. On va ouvrir ces fichiers-là dans Blender. On va faire fichier ouvrir. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que par rapport à ce qu'on vient de voir, on peut se sentir un peu perturbé parce que toute l'interface a changé. On a donc vu que l'interface était totalement éditable et que la configuration de cette interface est enregistrée dans les fichiers mêmes. Donc là, on se retrouve avec l'interface que le modélisateur a utilisée pour modéliser cette scène. Du coup, il a été sympa, il nous a laissé un petit message ici que vous pourrez lire. Mais si vous êtes totalement perdu en ouvrant cette scène et que vous ne comprenez rien de ce qui se passe, vous pouvez faire fichier nouveau général pour rétablir l'interface à laquelle on est habitué. On peut supprimer l'interface d'animation, refaire fichier ouvrir et en sélectionnant le fichier du pavillon de Barcelone, on peut venir cliquer sur la petite roue crantée et décocher cette option Load UI qui est chargé l'interface utilisateur. Voilà, donc je me retrouve avec le pavillon de Barcelone et l'interface que je connais un tout petit peu mieux, ou que vous connaissez un petit peu mieux. Et on va voir deux trois choses qu'on n'a pas eu le temps de voir pendant ces premiers cours. Première chose, cette scène peut être un peu lourde à ouvrir et à visualiser à deux égards. La première, c'est que tout le filaire qu'on voit sont en fait des arbres qui ont été rajoutés avec une technique un peu spéciale, que l'on va, pour les besoins des ordinateurs peu puissants, cacher. Donc je vais venir sélectionner ces arbres et faire H au clavier, H pour hide, pour venir les cacher. Ce qu'on peut voir aussi dans cette scène, c'est que cette scène est pas très bien rangée, mais quand même un petit peu, avec des calques, des collections, qui ont des noms un petit peu chelous, dans lesquels on retrouve dans le premier calque quasiment toute la modélisation, et dans le reste, quelques autres trucs chelous. On va aller voir dans la dernière collection, la collection 10, où se trouvent quasiment toutes les caméras. L'occasion pour moi de vous montrer comment on bascule d'une caméra à une autre. Je vous ai sans doute dit que pour activer une vue caméra, on venait l'activer facilement avec la touche 0 du pavé numérique. Donc là, on active la vue d'une caméra. Sauf que dans notre scène, on a au moins 6 ou 7 caméras. 7 parce que je crois qu'il y en a une qui est cachée quelque part, voilà, ici dans la collection numéro 1. Comment on choisit à travers quelle caméra on regarde? Eh ben, depuis les nouvelles versions de Blender, c'est assez simple. La caméra par laquelle on regarde, c'est celle qui est activée dans l'outliner. Donc pour basculer d'une caméra à une autre, on peut venir simplement cliquer sur ce petit icône. Dans les anciennes versions de Blender, ou si on ne veut pas passer par l'outliner, il suffit, avant de cliquer sur 0 pour passer par la vue caméra, sélectionner notre caméra et de taper au clavier CTRL 0 pour l'activer. Bon, pour l'activer et regarder ce qui se passe à travers. Donc ça, c'était juste pour les caméras. Une autre chose qu'on n'a pas encore vue, et forcément c'est le premier cours, on peut pas tout voir au premier cours, mais c'est que ici, on se balade dans une vue où les matériaux sont réalisés en aplat, où on n'a pas de lumière, où on voit ou pas le modèle filaire, et où on voit dans la vue 3D tout plein de trucs qui nous servent à modéliser, comme les empty, des trucs un peu bizarres sur la caméra, etc. Chose qu'on n'avait donc pas encore eu le temps de voir, on va pouvoir ici, en haut à droite, changer le mode de visualisation de ces caméras, de ces vues. Le premier mode, c'est le mode filaire, wireframe. Le deuxième, c'était le mode activé par défaut, qui s'appelle le mode solide. Le troisième mode, c'est le mode look dev, où on va pouvoir visualiser les matériaux
dans une espèce de prévisualisation avant rendu. Et le dernier, c'est le mode rendu en temps réel, où à petite échelle, il va venir nous montrer ce à quoi va ressembler notre rendu. Donc, suivant vos ordinateurs, cette vue peut être assez longue à afficher, selon vos ordinateurs ou selon les paramètres utilisés. Ici, on est dans une visualisation temps réel du moteur de rendu Cycle, qui est donc un moteur de rendu interne à Blender, et qui est le moteur de rendu à lancer de rayon. Lancer de rayon, ça veut dire qu'il va simuler le comportement d'un photon de lumière et calculer tous les rebonds que ce photon va effectuer sur les différents matériaux suivant leur composition. On l'assimile donc à un moteur de rendu réaliste. L'inconvénient ici, c'est que ça va être assez long à calculer. Dès que je vais bouger ma caméra ou bouger ma vue dans le viewport, il va me recalculer tous ces lancers de rayons suivant les paramètres que j'ai choisis. On peut voir ici en haut à gauche, il est en train de calculer le dixième répercussion de photons sur les 100 qu'il est censé calculer au total pour le rendu final. Très vite fait, sans rentrer dans les paramètres de Cycle, c'est quelque chose qu'on peut changer assez rapidement dans les paramètres de rendu en venant baisser cette valeur-ci. On va la passer de 10 à 5 pour le viewport, ce sera largement suffisant. Paramètre qui peut être différencié des paramètres de rendu, pour lequel il va effectuer 1000 lancers de rayons. On verra plus tard également que cette case qui est grisée ici est une case très importante pour l'optimisation de vos rendus. Si elle est grisée ici, c'est qu'elle n'est pas activée dans les paramètres par défaut. Mais on va pouvoir demander à Blender de calculer une scène à la fois avec le GPU et à la fois avec le CPU, c'est-à-dire autant avec votre carte graphique que votre carte mère, ce qui accélère considérablement les rendus. Si on veut accélérer encore plus la vitesse de rendu, on peut changer de moteur de rendu, même si la scène qu'on vient d'ouvrir n'est pas vraiment optimisée pour ça, parce que je suppose que c'est une scène un peu vieille, entre guillemets. On va pouvoir changer de moteur de rendu et passer avec le moteur de rendu Eevee, qui marche d'une manière totalement différente à Cycle, qui est le moteur de rendu en temps réel de Blender. Bon, j'avoue, sur la vue que j'ai choisie, c'est pas hyper enthousiasmant ou prometteur. Mais Ivy est un moteur de rendu assez costaud en temps réel qui permet de faire des choses assez folles. On fera un chapitre de tutoriel exprès là-dessus. Et toute dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est que à côté de certaines caméras, on retrouve des espèces de zigouigouis ici, qui sont le signe d'une animation de la caméra. Donc si je clique sur la première, par exemple, et que je repasse en mode caméra, la deuxième plutôt, que je reviens chercher la fenêtre animation que j'ai supprimée la dernière fois, et que je clique sur ce bouton play, je peux voir une animation de ma caméra. Chose assez étrange, je peux réafficher les arbres que j'ai masqués avec la touche H de mon clavier en faisant Alt H, mais étonnamment, la méthode dont ils ont été ajoutés dans la scène ne marche pas dans Eevee, donc on ne les verra pas avec ce mode de rendu. Pour les voir, il faudra repasser dans Cycle et augmenter le nombre de samples si vous voulez un rendu un peu décent. On va se limiter à 50. Mais c'est pas pour autant que Eevee est un moteur de rendu inférieur à Cycle. À vrai dire, c'est même deux utilisations différentes, voire complémentaires. Et si vous voulez voir vraiment de quoi Eevee est capable, vous pourrez télécharger d'autres scènes sur le site de Blender, comme par exemple cette scène sur les temples japonais. Cette scène d'animation de particules incandescentes, ou cette scène de visualisation architecturale. Voilà, c'est fini pour cet épisode en deux parties sur la modélisation primitive. On se donne rendez-vous sur un prochain épisode sur la modélisation polygonale ou la modélisation par boîte. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez être mis au courant des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne, je suppose que vous savez comment faire. Ou venez faire un tour sur le groupe Facebook Archie Blender. On y postera pas seulement cette série de vidéos tutoriaux sur Blender Archie, mais c'est également un espace où vous pourrez poser des questions ou montrer votre travail sur Blender.
Voilà, à bientôt.